Laudetur Jesus Christus. En Syrie, la coalition de rebelles menée par le groupe islamiste HTC a annoncé la nomination d'un premier ministre de transition pour les mois à venir. Un homme qui gérait déjà le gouvernement dans la province d'Idleb, qui est Mohamed al-Bashir, l'éclairage de notre correspondant à Beyrouth au début de ce journal. Situation toujours dramatique et sécuritaire, critique dans la bande de Gaza, alors qu'une nouvelle résolution demandant un cessez-le-feu immédiat pourrait être adoptée ce mercredi par l'Assemblée générale des Nations unies. Dans ce journal également, l'Amérique latine et centrale qui reste la région du monde la plus dangereuse pour les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement. C'est le cas notamment en Colombie où l'église se situe à leur côté. Nous entendrons un évêque. Et puis dans notre dossier, ce matin, direction l'Argentine. 1 an après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, le libertarien a lancé de profondes réformes économiques de son pays, mais aggravé aussi les inégalités sociales. Nous en discuterons avec notre invité. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, les rebelles syriens qui ont pris le pouvoir à Damas se sont emparés de la ville de Deir ez-Zor, située dans l'est du pays. L'annonce a été faite hier soir. Jusqu'ici, cette ville était aux mains des forces kurdes. Les lignes en Syrie qui continuent de bouger sur un plan institutionnel. Le mouvement islamiste HTC, principale force de la coalition, a annoncé hier le nom d'un nouveau premier ministre de transition, Mohamed al-Bashir. Qui est-il? Son portrait avec notre correspondant régional Paul Khalife. Mohamed el-Bashir possède un diplôme en génie électrique et un autre en charia islamique et en droit. Ce technocrate d'une quarantaine d'années dirigeait jusqu'à présent le gouvernement de salut, installé par les rebelles dans leur fief d'Idlib au nord-ouest. Il a été chargé par le chef du principal groupe rebelle HTS qui a renversé le régime syrien, Ahmed el-Shara, de son nom de guerre, Abu Mohammed el-Joulani, de diriger la période transitoire jusqu'au 1er mars 2025. Mohamed el-Bashir pourra compter sur l'entière coopération du Premier ministre sortant Mohamed el-Jalali et son gouvernement, nommé par Bachar el-Assad en septembre. Mohamed el-Jalali a d'ailleurs tenu une réunion de son gouvernement en présence de son successeur désigné. L'équipe ministérielle de transition qui sera formée dans les prochains jours aura pour principale tâche d'expédier les affaires courantes. Elle prendra cependant d'importantes décisions, comme la dissolution des services de sécurité de l'ancien régime et l'abrogation des lois antiterroristes qui autorisaient une vaste répression du temps de Bachar el-Assad. Le gouvernement de Mohamed el-Bashir se penchera aussi sur la situation de l'armée syrienne qui, elle, ne sera pas dissoute afin d'éviter les erreurs commises en Irak après l'invasion américaine en 2003. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican. De nombreuses associations d'aide aux chrétiens vivant dans la région font part de leur grande prudence quant au sort à venir des communautés chrétiennes de Syrie. C'est le cas notamment des associations comme l'Œuvre d'Orient ou encore l'aide à l'Église en détresse. Malgré les nombreuses incertitudes, Ahmed al-Shareh, alias Abu Mohammed al-Joulani, le chef du HTC, a promis hier qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre dans le pays, estimant, je cite, que le peuple syrien était épuisé. L'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer ce mercredi sur un nouveau projet de cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Une résolution similaire s'était heurtée à un nouveau veto des États-Unis au Conseil de sécurité le mois dernier. Washington souhaite que la trêve soit conditionnée à la libération des otages d'Israéliens avant tout cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent. À Gaza, la situation sécuritaire et surtout humanitaire reste catastrophique. Plus de 2 millions d'enfants et d'adultes restent soumis aux bombardements et aux sièges israélien, laissant la famine et les maladies se propager, notamment dans la région du nord de l'enclave, totalement isolée, et qu'Israël continue de vider de ses habitants. À Jérusalem, Valérie Ferron. Les services médicaux et la défense civile palestinienne ne cessent de lancer des cris de détresse sur la gravité indescriptible de la situation dans la bande de Gaza, où plus de 2 millions d'enfants et d'adultes sont en danger de mort en raison des bombardements israéliens qui se poursuivent sans relâche, mais également du renforcement du siège qui laisse la famine s'intensifier. Selon l'Agence des Nations Unies, OCHA, seules 4 boulangeries fonctionnent actuellement dans l'ensemble du territoire. La situation dans la région nord reste particulièrement désespérée. Les forces d'occupation israéliennes y poursuivent leur politique de destruction massive et d'expulsion des habitants. Quelques 5500 personnes ont ainsi été forcées de quitter 3 écoles de la ville de Beth Lahia ces derniers jours.
L'armée israélienne resserre également son étau en Cisjordanie occupée, où elle poursuit ses incursions, imposant notamment un couvre-feu dans le village de Madama, près de Naplouse. Les forces d'occupation israéliennes ont à nouveau pénétré par ailleurs au cœur de la ville de Ramallah, où elles ont détruit un bureau de change. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican. Le retrait militaire de la France sur le continent africain s'accélère. Hier, les Mirages français ont quitté l'aéroport de N'Djamena au Tchad. Le Tchad qui représentait le dernier point d'ancrage de l'armée française au Sahel après son départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le 28 novembre dernier, les autorités tchadiennes avaient annoncé mettre fin aux accords de défense et de sécurité qui liaient le Tchad et la France. L'année 2024 en passe de devenir la première à dépasser le seuil des 1,5 degré de réchauffement global par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est ce que relève l'Observatoire européen Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne. Malgré les nombreuses catastrophes climatiques que le monde subit, comme les inondations ou les cyclones, renforcés par les changements climatiques, les opinions publiques mondiales ne semblent pas adhérer suffisamment à l'urgence écologique. C'est ce que nous explique ce matin François Gémen. Il est professeur à HEC et chercheur au fond de la recherche scientifique. Je crains que nous ne soyons naïfs en imaginant que le niveau d'exposition au risque, voire même l'exposition directe à la catastrophe, ne détermine le niveau de priorité politique que l'on va donner au climat, ne détermine le niveau d'action politique ou d'engagement. Au contraire, ce que la recherche montre, c'est que les personnes qui sont très exposées aux risques climatiques, voire même qui ont directement subi les effets d'une catastrophe, ne sont pas forcément davantage engagées dans l'action pour le climat, parce que pour elles, ce discours climatique est en réalité souvent inaudible. Il apparaît comme relativement culpabilisant, c'est une forme de culpabilisation où on les rendra en quelque sorte responsables par leur mode de vie du malheur qui leur arrive. Et c'est aussi souvent un discours qui est perçu comme une sorte d'excuse utilisée par les politiques pour se défausser de leurs responsabilités. Et donc ce n'est pas du tout parce qu'on va faire l'expérience de la catastrophe qu'on va être plus engagé dans la lutte contre le changement climatique. Ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur l'expérience des catastrophes pour la transition. Le chercheur François Gémen, membre du GIEC, interrogé par Jean-Benoît Harel. Le pape exhorte les dirigeants à entendre le cri de paix de millions de personnes privées de leurs droits les plus élémentaires à cause de la guerre. Un vœu formulé hier sur les réseaux sociaux via le compte Pontifex, alors que le 10 décembre est la journée mondiale des droits de l'homme promue par l'ONU. Les droits humains à la vie et à la paix sont des conditions essentielles à l'exercice de tous les autres droits, rappelle encore le Saint-Père. L'Amérique centrale et latine reste la région du monde la plus dangereuse justement pour les défenseurs des droits humains et ceux de l'environnement. Au cours de la COP16 sur la biodiversité à Medellín en Colombie fin octobre, les menaces récurrentes à l'encontre des activistes avaient été dénoncées. Pour la seule Colombie, bien que des progrès ont été enregistrés depuis l'arrivée du président Gustavo Petro, plus de 100 défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement sont tués chaque année. En 2023, Amnesty International avait comptabilisé 632 agressions dont 123 mortels à leur encontre. Dans ce contexte, l'Église colombienne apporte un soutien actif aux associations et aux militants. Monseigneur Héctor Henao est chargé par la conférence des évêques de Colombie des relations avec le gouvernement. La Colombie est un pays très dangereux pour les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement. Beaucoup sont menacés, un nombre assez grand qui ont été tués. C'est à cause des conflits armés. C'est à cause de la richesse qu'il y a dans les territoires. Nous avons une forêt assez grande et dans la forêt, il y a beaucoup de minéraux, etc. Et à cause de ça, viennent les problèmes et les menaces contre les défenseurs de l'environnement. On fait beaucoup avec les défenseurs des droits de l'homme. On travaille beaucoup avec eux. On va continuer des côtés des défenseurs des droits de l'homme et à reconnaître bien son contribution à la société colombienne. Les écouter, leur donner de la visibilité, ça les protège ? Oui, parce qu'ils ont besoin de faire connaître la situation et aussi de faire connaître les efforts qu'il fait pour la protection de l'environnement, pour la protection de la vie humaine. Monseigneur Héctor Henao, chargé par la conférence des évêques colombiens des relations avec le gouvernement, il répondait à Jean-Charles Puzolu. Avant de passer à notre dossier, un détour par la France, où le président Emmanuel Macron a promis hier de vouloir nommer un nouveau Premier ministre sous 48 heures. Très impopulaire, le chef de l'État, en recevant les chefs de parti à l'Élysée, a aussi affirmé qu'il n'entendait pas dissoudre l'Assemblée nationale d'ici 2027, date de la prochaine élection présidentielle.
Il y a tout juste un an, Javier Milei devenait le 12e président de la République d'Argentine. Muni d'une tronçonneuse et de formules choc, cet ultra-libéral a bouleversé l'économie du pays et fragmenté aussi l'opinion publique. Il avait promis de réduire drastiquement les dépenses publiques pour mettre fin à l'inflation galopante. C'est ce qui a permis de ralentir considérablement la hausse des prix dans le pays. Mais si le choc d'austérité a porté ses fruits sur le plan macroéconomique, Javier Milei a aussi plongé la moitié de sa population dans la pauvreté et détricoté le tissu social qui permet notamment de venir en aide aux plus démunis. Le bilan de cette première année de mandat est donc loin d'être une réussite selon notre invitée ce matin, Maricel Rodriguez Blanco. Elle est maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris, spécialiste des questions de travail et de l'action publique en Amérique du Sud. Il a réussi, par exemple, à limiter les effets de l'inflation qui montait en fait en décembre quand il a pris les pouvoirs. Mais ceci, il a fait en fait au détriment de la population argentine et grâce à une politique d'austérité et de dérégulation. Il est vrai par ailleurs qu'il avait promis, par exemple, un certain nombre de mesures drastiques qu'il n'a pas pu mettre en place, comme par exemple la dollarisation, qu'il n'a pas pu mettre en place à ces stades en fait de l'économie argentine. Mais ce qui est clair, c'est que à travers donc ces méga décrets qu'il a proposés avec son gouvernement, il a réussi quand même à déréguler un certain nombre de marchés. Je parle par exemple du marché du logement ou du marché des médicaments aussi, qui a produit des conséquences directes sur la majorité de la population argentine, notamment pour l'accès aux soins, pour l'accès à la santé et pour l'accès au logement. Concrètement, comment est-ce que ces coupes budgétaires se font ressentir par les ménages argentins ? Les politiques qu'il a mises de dérégulation en fait, et d'évaluation du peso des 50% en décembre, ça produit en effet un impact direct sur la majorité des ménages, enfin la majorité de la population. Pourquoi ? Parce que les salaires n'ont pas augmenté en fait au même niveau que le niveau de l'inflation. Et les retraites en particulier sont très basses. Aujourd'hui, on a quasi 50% de la population de l'Argentine qui vit dans la pauvreté, ça veut dire 23 millions de personnes. Ces bilans économico-social, en fait, s'alourdit si on considère la situation des enfants, où 2 enfants sur 10 vivent dans l'extrême pauvreté, qui est une situation gravissime. Depuis un an, le mandat de Javier Milei est aussi caractérisé par une certaine forme d'hostilité vis-à-vis des institutions étatiques. L'un des éléments qui a été voté quand même par le Parlement argentin, qui est une des propositions de Milei, c'était d'introduire la possibilité pour les gouvernements, pour les présidents, de décider par décret pendant un an sur des dossiers très importants, comme par exemple les finances, les dossiers économiques. Donc ça, c'est un élément important qui introduit quand même un élément des non-respect de la Constitution argentine et d'introduction d'un pouvoir autoritaire dans un cadre institutionnel qui fonctionnait, même avec des problèmes comme partout, mais qui tout de même fonctionnait. Par exemple, en matière d'accès à l'information publique, en matière de tout son rapport au journalisme, qu'il attaque en permanence, non seulement avec des menaces, mais avec des actions directes des forces de l'ordre. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut aussi considérer, c'est-à-dire que le contexte économique peut être favorable pour l'installation des entreprises sur place, mais les entreprises internationales qui sont habituées à faire du business en fait dans un cadre démocratique devraient aussi être attentives à ce type d'éléments-là. Est-ce que ces éléments, ainsi que l'extrême précarisation de la population, ont terni l'image de Javier Milei ? Rappelons que lors de ces élections primaires, il a obtenu 30% de voix. C'est une sorte de socle, en fait, des noyaux durs des personnes qui le suivent. Et ces votants-là, par contre, ne les suivent pas aveuglement. Par exemple, là, ce qu'on est en train de constater, c'est qu'il y a une perte de popularité qui est relative, parce qu'il continue à avoir quand même une bonne image, mais une bonne image qui n'est pas celle qu'il avait tout au départ. Il y a quand même une partie de la population qui l'ont voté, une partie des votants, notamment des classes populaires, des ménages très pauvres, qui ont reçu de plein fouet les impacts des politiques d'austérité et qui, maintenant, ils ne se disent plus fascinés par les personnages et par les politiques de Milei. On va probablement voir des effets de cette déception lors des élections l'année prochaine et les années à venir. Interrogée par Alexandra Siergan, Maricel Rodriguez Blanco, maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris, était l'invitée de Radio Vatican.
Ainsi s'achève ce journal. Dans 10 minutes, vous pourrez suivre en direct l'audience générale du pape François depuis la salle Paul VI sur notre site Vatican News et notre page Facebook. L'information, elle reviendra tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.